Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo sur laquelle j'ai des doutes. J'ai des doutes parce que je sais que le format vidéo en fait est extrêmement imparfait. Si vous voulez, tous les formats sont imparfaits, il me semble, et de toute manière, même la discussion, c'est toujours extrêmement compliqué de se faire comprendre et que les autres nous comprennent et nous de comprendre les autres. Mais au moins, dans un livre, on a de la place, on peut s'expliquer, il y a des notes de bas de page, enfin... Une vidéo, c'est quelque chose qui est beaucoup plus court, c'est à l'oral, c'est beaucoup moins retravaillé, beaucoup plus imparfait. Et puis sur internet, on peut pas dire que ce soit quand même l'école ou le lieu où la plupart des gens utilisent, on va dire, ou en tout cas laissent le bénéfice du doute aux gens, leur accordent quand même un petit peu de crédit, se disent peut-être qu'il a voulu dire ça, peut-être que c'est moi qui comprends mal, peut-être qu'il y a quand même un fond de raison là-dedans. Et donc on est toujours jugé en permanence. Et en fait, quand vous vous apprêtez comme moi là à faire une vidéo dans laquelle vous allez exprimer votre désaccord ou votre scepticisme face à quelques éléments qui sont attribués au féminisme ou qui, en tout cas par certaines personnes, sont considérés comme étant constituants et constitutifs du féminisme, vous allez forcément vous attirer les foudres de certains et certaines. Et j'en bave. Et je sais déjà que sur Twitter, ça va y aller allègrement. Mais en fait, Twitter, c'est aussi une énorme partie du problème et on va en parler plus précisément. Donc, le titre vous l'aura peut-être indiqué. J'ai envie ici de vous parler des choses sur lesquelles j'ai des doutes, les choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, les choses qui me laissent perplexe, les choses dans lesquelles je ne me retrouve pas ou ne me retrouve plus parce qu'il y a beaucoup de choses qui apparaissent et qui n'étaient pas forcément là avant. Et qui sont en rapport avec le féminisme. Alors en aucun cas est-il besoin de le préciser, nous sommes sur internet donc je dirais que oui. En aucun cas je ne suis en train de dire que je n'aime pas ce qui se passe en ligne. En aucun cas je suis en train de dire que tout est à jeter. En aucun cas je suis en train de vous dire que je suis moins féministe, que je deviens moins féministe. En fait, toutes les choses que là je vais vous dire, sauf quelques-unes, c'est des choses que j'ai toujours pensées, qui ne posait pas vraiment problème avant dans le sens où on n'était pas dans ce même... parce qu'en fait internet n'était pas comme ça avant, tout simplement. Et donc c'est pas soudainement un revirement de situation, ah je me rends compte qu'en fait... non, c'est pas du tout ça, en fait c'est je vois des choses qui arrivent, qui se passent, deviennent de plus en plus fréquentes et je me dis mais où va-t-on? Et ça m'interroge en fait. Et plusieurs fois j'en ai parlé sur Instagram, où c'est là que je m'exprime le plus souvent parce que Twitter est en privé. Pourquoi Twitter est en privé? Parce que Twitter est une zone où il y a des gens qui en fait sont totalement incapables de dialectique, de discussion, de tolérance, etc. Donc sur Instagram j'en ai parlé plusieurs fois et en fait vous avez été très nombreuses et très nombreux à me dire que pour vous c'était un petit peu similaire. Notamment sur certains points où j'ai ressenti exactement le même malaise chez vous que chez moi. Et donc je pense qu'il est nécessaire d'en parler. Cette vidéo, c'est pas du tout pour bâcher le féminisme, pas du tout. Le féminisme est essentiel, le féminisme doit être radical. Tout ce que j'ai dit dans toutes mes vidéos sur le féminisme, je suis encore dessus. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Il y a juste des choses qui pour moi ne sont pas inhérentes au féminisme, qui sont même un petit peu des dérives, j'ai envie de dire, ou voilà. Et je pense qu'il est nécessaire d'en parler en fait justement parce que pour moi, certaines personnes et certains éléments ou certaines pensées, j'en sais rien, je sais pas exactement comment vous dire ça, sont en train de gangréner plusieurs causes. Majoritairement je dirais le féminisme et l'antiracisme, mais je ne parlerai pas de l'antiracisme parce que j'estime que j'en ai marre de me faire taper dessus alors que je fais tout ce que je peux en tant qu'allié. Donc voilà, chacun s'occupera de son domaine, j'ai envie de dire. Donc la première chose qui vraiment me frappe et m'insupporte et me questionne énormément, c'est que pour... Déjà c'est Twitter, on va parler de là. C'est Twitter. En fait j'ai l'impression que pour beaucoup de gens maintenant, le repère des féministes c'est Twitter, le lieu où trouver du féminisme c'est Twitter, le lieu où s'afficher en tant que féminisme c'est Twitter. Sauf qu'en fait non, vous voyez, il existe une vie déjà en dehors d'internet. Il existe d'autres plateformes. Et en fait, c'est pas parce que sur Twitter, vous avez les plus virulents et virulentes, les plus vulgaires,
vous avez les plus punchy avec des punchlines qui en fait souvent sont un peu médiocres, mais bon c'est pas grave. C'est pas parce que c'est là que vous avez des communautés, des threads et des gens qui suivent un meneur ou une meneuse et font des effets de groupe qu'en fait c'est là que se passe vraiment le féminisme. Bien sûr il y a des choses géniales qui se passent sur Twitter, on peut lancer des alertes, on peut faire passer des informations, etc. Je ne dis pas du tout le contraire, mais en fait si votre... Et je le dis avec toute l'humilité, hein, mais si votre source d'information première c'est Twitter, repensez votre manière de consommer l'information, d'aller à l'information et de faire des recherches. Parce qu'en fait c'est extrêmement facile de rester sur Twitter et de se dire mon Dieu mais oui, mais oui, mais non, mais non, mais oui, mais oui, mais quelle horreur, mais cancelled, etc. etc. Vous perdez toute nuance, vous perdez tout esprit critique, vous perdez toute dialectique, vous perdez tout recul. Il y a vraiment des choses très très problématiques qui se passent sur certaines pages et pourtant ces personnes s'autoproclament ultra féministes, féministes intersectionnelles. En fait, vous savez, il y a des livres. Il y a des livres, il y a de la socio, il y a de la philo, il y a de l'anthropo, il y a de la littérature et il y a des tas de penseurs et penseuses, il y a des tas de philosophes, il y a des tas de scientifiques qui se sont intéressés à la masculinité, aux masculinités, au féminisme, à l'histoire du féminisme, à l'histoire des femmes, au féminisme intersectionnel, au féminisme dans les pays étrangers, au féminisme et politique, etc. Et c'est là que vous devriez chercher votre information. Et donc un premier point qui m'énerve en fait, c'est le fait que, parce que cette parole s'est démocratisée grâce aux réseaux sociaux, on a l'impression que maintenant tout le monde peut dire tout et n'importe quoi, et qu'en fait la parole de tout le monde vaut la parole de n'importe, enfin la parole de n'importe qui vaut la parole de n'importe qui d'autre, sauf que non en fait. C'est pas parce que vous avez je sais pas combien d'abonnés sur Twitter, de followers sur Twitter, et que vous clashez les gens à longueur de journée et que vous êtes là en train d'insérer certains mots type du féminisme, qu'en fait votre position et votre parole a autant de poids que quelqu'un qui a fait des études là-dedans, qui a fait des recherches, qui a fait des études sur le terrain, qui a interviewé des gens, qui a écrit des essais, j'en sais rien. C'est pas tout dire qu'en fait il faut un élitisme et un académisme particulier, c'est juste qu'au bout d'un moment il y a quand même des choses... On fait preuve de son travail et de sa réflexion et de la qualité de sa réflexion. Donc première chose. Deuxième chose et qui découle un peu de là, c'est le fait que désormais on oppose souvent en fait des phrases bateaux, absolues, totalement qui coupent court à toute discussion et qui en plus sont ultra contre-productives en réalité, du genre les femmes font ce qu'elles veulent avec leur corps. Oui bien sûr, mais on peut quand même s'interroger sur la possibilité d'avoir de vrais choix et une vraie volonté dans les sociétés, dans les milieux dans lesquels on évolue, on peut s'interroger sur l'impact que nos choix ont sur les autres, on peut s'interroger sur le bien commun, etc. Et c'est quand même assez important parce qu'en fait si on est féministe, c'est quand même aussi pour le bien commun et on peut pas privilégier, il me semble, un soi-disant bien individuel au détriment d'un bien commun quand on est dans une lutte pour l'égalité. D'autres phrases bateaux, c'est du genre la parole des concernés avant tout. Bah bien sûr, mais en fait cette phrase, si elle est utilisée pour... comment on dit en français ? Non, ça se dit pas. Si elle est utilisée pour faire taire quelqu'un qui n'est pas antiféministe, quelqu'un qui n'est pas misogyne, si elle est utilisée en fait pour couper court à une discussion où vous sentez qu'en fait il y a des prises de position qui vous plaisent pas, mais de quelqu'un qui est également féministe, de quelqu'un qui est pas du tout sexiste ou misogyne comme je viens de dire, c'est problématique et en plus on peut se renvoyer la balle à longueur de journée. Je vais vous donner deux exemples. La prostitution, en fait la parole aux concernés, oui bah en fait il y a beaucoup de prostituées ou d'ex-prostituées par exemple, pour ne parler que de cette forme-là de travail du sexe, qui sont contre la prostitution. Donc en fait, parole des concernés, bah écoute, oui, bah moi je te donne cette parole-là de concerné, qu'est-ce que tu en fais ? Comme c'est une parole de concerné qui te plaît pas, elle ne vaut rien. C'est pareil pour les religions, c'est pareil pour le voile. C'est extrêmement compliqué en fait. Bien sûr que lorsque c'est... vous savez de toute manière ce que je veux dire par là. C'est-à-dire que bien sûr, la parole des concernés, il faut la faire entendre. Bien sûr, elle doit être prioritaire quand il le faut, mais en fait, utiliser ce genre de phrase pour couper court à des discussions et pour prétendre que ça y est, tout est réglé, pesé, emballé, c'est bon, on y va, c'est faux, c'est faux. Le féminisme, c'est un mouvement qui est en construction, il y a des zones qui sont un peu plus difficiles à vraiment expliquer et ausculter, j'ai envie de dire, et je trouve que par exemple les religions et le travail du sexe, c'est deux zones qui sont parfaitement qui sont de parfaits exemples de cela. Et ce qui va un petit peu avec cette idée de... Alors parmi ces phrases-là, il y a donc du coup la parole aux concernés. J'en ai marre aussi qu'on vienne dire qu'en fait, juste les concernés ont le droit de parler. Je l'ai toujours dit, depuis toujours, je suis une femme, je suis féministe.
Mais en fait, je trouve pas que les hommes n'ont pas le droit de parler de féminisme. Et pour moi, un homme qui est féministe, qui a fait des études là-dedans, si sa parole elle est pertinente, et ben j'écouterai plus sa parole que la parole d'une femme qui fait du féminisme un petit peu commercial. En fait, tout simplement, c'est pas parce qu'elle est une femme que ça lui donne un gage féministe parfait. Et c'est pas parce qu'en fait vous êtes musulmane que vous êtes plus habilité à parler de l'islam. C'est pas parce que vous êtes une personne de couleur ou une personne racisée que forcément vous êtes la mieux placée pour parler de racisme, parce qu'il y a des tas de choses intériorisées, il y a des tas de choses internalisées. Il y a aussi beaucoup de positions qui sont tout simplement parfois en désaccord avec des faits, avec le factuel. Et donc non. Bien évidemment, d'où on parle, qui on est, c'est extrêmement important, mais on ne peut pas s'arrêter là en fait. Et je trouve que malheureusement, c'est ce qui a tendance à se faire de plus en plus. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette pensée, qui n'est pas du tout une pensée scientifique, une pensée critique et raisonnée. Toujours dans cette même veine, ce qui commence à m'énerver un petit peu, c'est l'univocité et l'absolutisme. Je sais pas si l'univocité, je crois que c'est un mot qui n'existe pas, je viens de l'inventer. C'est le caractère univoque de certaines choses. C'est-à-dire que si on n'est pas... En fait, c'est cette course à la pureté militante qui est vraiment à vomir. Vous n'avez même plus le droit de vous interroger, vous n'avez même plus le droit d'être en processus et en cheminement, alors qu'en réalité tout le monde l'est. Et quand vous avez le courage en fait de vous mettre en ligne par exemple pour sensibiliser, pour faire passer des informations, et que en ce sens vous êtes bien plus actifs que ceux qui sont juste là en train de cracher sur Twitter par exemple, ou ceux qui disent ah ben moi je suis parfaite et puis je garde ça pour moi chez moi, rien que pour moi et j'en parle jamais. Mais que voilà, vous vous interrogez, que vous évoluez. Par exemple, je prends encore mon exemple, je parle de moi pas parce que je pense que c'est très répandu, mais je veux pas mettre d'autres personnes dans ma vidéo, mais je fais des vidéos depuis plus de 10 ans, il serait absurde de croire que absolument tout ce que j'ai dit il y a 10 ans ou il y a 5 ans, je suis encore du même avis. Par exemple, il y a plusieurs années, j'avais dit que le racisme, c'était du racisme, quelle que soit la couleur. Maintenant, j'ai fait plusieurs vidéos pour expliquer que le racisme anti-blanc n'existe pas. Il peut y avoir de la haine des blancs, mais le racisme en tant que système institutionnalisé et systémique, ça n'existe pas à mon sens. Et en fait, venir sauter à la gorge des gens en permanence, pas quand ils sont misogynes ou sexistes et vraiment ouvertement anti-féministes et anti-droits des femmes, etc., mais juste quand ils sont en cheminement et en questionnement, je trouve ça absolument contre-productif, ridicule et extrêmement prétentieux et extrêmement hypocrite aussi, parce qu'en fait tout le monde est en cheminement et tout le monde est problématique à certains moments, sauf qu'il y a des personnes qui veulent à tout prix s'afficher en figure de pureté militante ou militant et qui sont là en train d'être problématiques chez eux et qui font bien attention à ce que ça sorte jamais. Et il y a d'autres personnes qui sont honnêtes, qui sont vraiment dans l'échange et qui parfois sont problématiques, parfois sont pas forcément problématiques mais sont mal jugées par la doxa féministe, ou en tout cas par la doxa internet féministe, parce que rappelons que beaucoup de choses qu'on voit passer en ligne, c'est pas du tout ce qui va se dire forcément par les concernés qui sont pas en ligne, par les universitaires, par les spécialistes de telle ou telle discipline. C'est extrêmement important de garder ça en tête aussi. Donc ça c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup et qui est totalement contre-productif. Pareil dans le même esprit, un petit peu le refus de pédagogie. On ne doit rien à personne, je suis entièrement d'accord, à part le respect, mais en fait quand vous vous affichez en ligne et quand vous posez le badge féministe, le badge vegan, le badge ceci et le badge cela, je trouve que la moindre des choses, c'est quand même de faire preuve, si on n'a pas envie de faire preuve de pédagogie, d'expliquer, juste de faire preuve de respect et peut-être un lien pour rediriger vers quelqu'un qui veut le faire ou vers des sources qui sont établies. En fait, ça prend le même temps que de répondre une insulte, ou que de faire des threads, ou que de faire des fils de discussion sur je ne sais quoi, critiquant telle personne parce qu'elle a eu le malheur de poser une question, ou parce qu'elle a le malheur d'utiliser un mot qui ne convient pas, ou parce qu'elle n'a tout simplement peut-être pas eu la chance d'être renseignée et informée comme vous, comme moi, comme n'importe qui. Donc ça c'est vraiment problématique pour moi. Je suis prof, je fais des vidéos depuis, je vous l'ai dit, plus de 10 ans. Peut-être que j'ai une personnalité qui est vraiment pédagogue et peut-être que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, donc c'est peut-être pour ça que je le vois ainsi, mais j'ai quand même l'impression que c'est la moindre des choses, au moins, d'orienter, parce qu'en fait, quand on est féministe, quand on est végane ou féministe, on veut faire quoi ? On veut libérer des individus, on veut soulager des maux, on veut convaincre des gens pour soulager des maux et libérer des individus. Donc au bout d'un moment, si on est là en train juste de refuser la pédagogie, de refuser la discussion, de refuser de partager l'information, c'est quoi ? On est féministe pour dire je suis féministe, regardez-moi ? Ça me semble un petit peu bizarre. L'autre point, eh bien c'est Bon, allez, deux autres points qui là vont m'attirer les foudres de pas mal de gens je pense. J'en ai absolument marre en fait que désormais, surtout en ligne, on ne puisse plus critiquer la religion. Non, en fait. Si vous voulez, si vous êtes féministe,
En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'on en vient presque à être montré du doigt en tant que féministe si on ose dire que la plupart des religions, et notamment les 3 religions monothéistes, reposent sur des systèmes patriarcaux. Mais c'est quand même totalement absurde. Là, j'ai l'impression qu'on marche sur la tête. C'est factuel, c'est évident, c'est prouvé, et ça se voit dans les pays où ces religions sont extrêmement présentes, ou même religions d'État. Personne n'aurait envie d'aller vivre là-bas, d'accord? Mais par contre, il ne faut jamais critiquer la religion. On peut critiquer la religion et les dogmes sans critiquer la foi, sans critiquer Dieu et sans critiquer les croyants également. Et on peut aussi critiquer les croyants. C'est pas parce que vous êtes croyant que vous êtes intouchable en fait. Et que des féministes en viennent à cracher, insulter et dire que d'autres ne sont pas féministes parce qu'elles osent porter un regard critique sur la religion en tant que femme ou en tant que femme queer, ça me touche vraiment beaucoup. En fait, vraiment ça m'énerve en fait. Parce que là, il y a une hiérarchisation des luttes en réalité insidieuse. Parce que il faut arrêter. Si on ose dire qu'à l'heure actuelle, dans le monde et dans tous les pays, et dans certains pays très très fortement, les personnes queer, les femmes et les femmes queer ne sont pas martyrisées par les religions, on va où en fait? On va où? Donc, le féminisme soi-disant intersectionnel, en fait, il ne faudrait pas que ça devienne un white femme à l'envers. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, j'ai que ça à dire. Tout simplement. Je ne me retiendrai pas de critiquer le catholicisme et le christianisme et l'islam et le judaïsme et même le bouddhisme. D'accord? Je ne me retiendrai pas. Et en fait, c'est pas parce que je ne suis pas... En fait, pour ces gens, je n'aurai le droit de parler de rien parce qu'en fait, je suis même pas baptisée. Et parce que je viens d'une famille athée. Mais je suis croyante, déjà. Je suis pas anti-religion à 100%. Mais j'estime que le simple fait qu'en fait on vienne nous dire toi t'es pas juive, tais-toi. Toi t'es pas bouddhiste, tais-toi. Enfin bon ça j'ai pas beaucoup entendu, mais toi t'es pas musulmane, tais-toi. Ça c'est déjà problématique. En fait c'est une forme de censure religieuse et c'est très inquiétant. Très très inquiétant, au-delà même du féminisme. Mais alors dans le féminisme, si on peut même plus dire la religion c'est patriarcal, il faudrait peut-être y réfléchir. Waouh, problème. Et non, on n'est pas obligé d'appartenir à telle religion pour en parler. Je suis absolument pas d'accord. Deuxième chose, l'hypersexualisation. En fait, j'en ai marre que des personnes s'accaparent le terme body positive, sex positive, comme si pour être sex positive, il fallait forcément être dans une forme de multiplication des conquêtes sexuelles, dans une ultra-liberté sexuelle, ou plutôt une ultra-libéralisation sexuelle, et dans un soutien inconditionnel au travail du sexe. Non, en fait. Sex positive, c'est une éducation saine, accessible à toutes et à tous, une éducation inclusive, et inclusive également de celles et ceux qui sont plus pudiques ou de celles et ceux qui sont pas forcément hypersexuels. Sex positive, c'est arrêter de faire que le sexe, ou en tout cas le sexe le féminin, soit utilisé comme un produit de consommation, etc. Enfin bref, beaucoup de choses. On n'est pas obligé en fait d'être dans une hypersexualisation pour se revendiquer féministe et pour se revendiquer sex positive. Ça aussi, ça commence à vraiment me pomper. Et en même temps, ouais, voilà. C'est un peu ce que j'ai envie de dire sur le sex positive. Voilà, en fait, encore une fois, hein, tout comme pour la religion, si on en vient à pointer du doigt les féministes qui s'interrogent sur la prostitution et sur le travail du sexe, on marche sur la tête. Quand on sait que la majorité, mais l'écrasante majorité des personnes qui sont prostituées sont des femmes et que la écrasante majorité, si ce n'est tous les clients, sont des hommes, comment ne pas s'interroger sur des dynamiques de pouvoir et des dynamiques de domination quand on sait que beaucoup de ces individus-là sont là parce qu'il y a une nécessité, une précarité incroyable? Comment ne pas s'interroger quand on sait qu'il y a du trafic d'êtres humains? Comment ne pas s'interroger? Et quand on voit que beaucoup de personnes qui parlent en faveur du travail du sexe sont en fait des personnes qui soit ne le font plus, soit sont des personnes parfois queer ou des personnes en transition et qui donc ont été sociabilisées d'une autre manière, etc. et qui peuvent encore passer, bien même que, alors que elles, bien sûr, c'est une souffrance pour elles, j'entends bien, mais aux yeux de la société, enfin il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc je trouve que, désolée, mais pour le coup, il faut aussi peut-être redonner un peu la parole aux femmes, et il faut aussi redonner la parole aux femmes qui l'ont vécu et aux femmes qui vous disent c'est l'enfer également. Et il faut peut-être avoir un regard encore une fois porté sur le bien commun et pas juste sur sa petite personne et le fait que ça nous permet de boucler les fins de mois. Et si on s'interroge pas sur ça, et enfin si on s'interroge juste sur le capitalisme mais pas sur le fait de vendre son corps, bon bref, c'est totalement absurde.
Un autre point, c'est le relativisme culturel. Je ne m'étendrai pas forcément là-dessus, mais pour moi, en fait, c'est juste de la lâcheté et de l'individualisme, encore une fois. Le relativisme culturel, si vous voulez, j'ai commencé vraiment à m'interroger là-dessus lorsque j'ai lu un livre de Mona Altaoui, qui est une féministe et une écrivaine égyptienne, musulmane, que je vous recommande fortement, et elle en parlait dans un de ses livres, pourquoi le Moyen-Orient a besoin d'une révolution sexuelle, et c'est à partir de ce moment-là que je me suis vraiment distanciée de ce relativisme culturel qui fait qu'on ne peut jamais parler des autres cultures, on ne peut jamais critiquer ce qui se passe dans les autres pays. Non, il faut le faire effectivement d'une certaine manière, il faut garder à l'esprit qu'on vient d'un tel pays, qu'on est blanc, qu'on a des privilèges, qu'il y a un passé colonial, beaucoup de choses, mais je suis absolument contre le relativisme culturel, encore une fois, qui apparaît bien trop souvent. Par exemple, on va parler du voile, mais en France, et on va toujours omettre de parler du voile ailleurs, et même si on en parle, bah là, non, attendez, pourquoi on parle de l'Iran? C'est à des années, c'est à des milliers de kilomètres. Je vous renvoie à un podcast de Kif Taras. Bref, alors, on va finir avec l'inclusion. Alors, bien sûr qu'il faut être inclusive et inclusif. On a été coupé parce que j'avais trop de choses qui ne me plaisaient pas, trop de temps passé à me plaindre. Alors, dernier point et pas des moindres, comment tourner ça? En fait, ça fait plusieurs fois que je vois, toujours pareil en ligne, des personnes se faire reprendre lorsqu'elles utilisent le terme fille ou le terme femme. Du genre, on dirait plutôt personne avec un vagin, ou toutes les femmes n'ont pas ça, ou les femmes, ce n'est pas que les femmes qui ont leurs règles, par exemple. Et en fait, dans plusieurs vidéos, j'ai parlé de ça. Dans plusieurs vidéos, j'ai dit les femmes, mais bon, vous savez aussi, par exemple, des hommes trans peuvent être concernés par tel sujet. Plusieurs fois, j'ai dit toutes les personnes s'identifiant comme ta. Donc, c'est pas du tout quelque chose qui me pose problème en soi, bien évidemment. Je suis absolument pour l'inclusion. Je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout convaincue par les TERF, les féministes radicales qui en fait excluent les personnes trans. Moi, mais alors pas du tout. Je suis pas non plus dans l'idée qu'il y a juste deux genres. Enfin bon, bref. Je suis pas du tout, enfin voilà, j'ai aucun problème avec ça, j'ai fait des vidéos sur ça il y a très longtemps, bien avant que n'importe qui en parle en français sur YouTube, donc voilà, c'est ça aussi qui m'énerve, c'est que j'aimerais vraiment pas qu'on me fasse passer pour ce que je ne suis pas et qu'on me donne des idées qui ne sont pas du tout les miennes alors que je suis là depuis le début en train d'en parler et que j'ai recommandé des tas de chaînes qui abordent ces sujets comme la chaîne de Kat Blake par exemple d'une manière qui est extrêmement intéressante. Mais en fait moi j'ai vraiment un problème dans le sens où j'ai l'impression que de plus en plus il y a ce refus à tout prix de tout féminisme qui serait essentialiste. Déjà un peu d'humilité aussi, c'est-à-dire qu'on peut se dire ouais non c'est pas ma branche du féminisme, franchement je m'y retrouve pas, mais réellement, dans toutes ces personnes qui disent ça, qui a lu un ouvrage qui serait vraiment explicatif de ce qu'est le féminisme essentialiste? Qui peut se targuer de connaître les nuances qu'il peut y avoir au sein même de ce mouvement? Je ne dis pas du tout que c'est le mouvement ou la branche du féminisme dans lequel je me retrouve. Ce que je vous dis, c'est que de plus en plus, en lisant, en faisant de vraies recherches, la chose tout à fait logique, c'est de se rendre compte qu'il y a des choses pertinentes dans plusieurs mouvements qu'on peut par ailleurs, dans leur globalité, refuser. D'accord ? Mais il y a vraiment ces effets de foule en fait. Il y a des choses qui sont bien vues, des choses qui sont mal vues et qui ne s'appuient pas forcément sur de réelles connaissances et ne tombez pas dans ce piège-là. Et donc, pour moi, ce refus de tout féminisme essentialiste dérive totalement en quelque chose qui est pour moi une invisibilisation des femmes. C'est-à-dire que on en vient presque à dire que en fait les parties génitales c'est pas très important. Être une femme, ce n'est pas uniquement avoir un vagin et un utérus et une vulve. Mais beaucoup d'être une femme dans notre société, c'est ça quand même. C'est-à-dire que les règles, c'est important en fait. Parce que c'est notamment à cause des règles que par exemple des femmes sont isolées pendant des semaines ou qu'elles n'ont pas le droit d'accéder à certaines positions. C'est à cause d'une présupposée et souvent vérifiée, c'est vrai, infériorité physique que les femmes sont dominées ou que les femmes ont été exploitées de telle ou telle façon.
la grossesse, c'est quand même une composante importante. Pas dans le sens, il faut être enceinte, il faut avoir des enfants pour être une femme. Mais ce que je vous dis, c'est qu'il y a des tas de problématiques sociales, politiques, de santé, etc., qui sont forcément liées au fait d'avoir, par exemple, un sexe féminin. En tout cas, une vulve. Et donc de dire en fait toujours ouais bah faudrait arrêter de parler de ça, oui non mais c'est quand même pas ce qui fait qu'on est une femme, faudrait être un peu plus inclusif dans vos discours, c'est lourd d'entendre toujours parler de ça, mais c'est problématique en fait, vous invisibilisez une parole des femmes qui est déjà extrêmement difficile à faire entendre, qui est très très tabou et qui demande beaucoup de courage en fait. Voilà. Et c'est pas parce qu'on parle de en tant que femme et en utilisant le mot femme de choses qui sont liées à la vulve par exemple, qu'on dit que les femmes trans qui n'ont pas de vulve ne sont pas des femmes. On n'est pas obligé de parler de tout le monde en permanence. Et en réalité, on se rend compte que la vision de certains de parler de tout le monde, bah, c'est plus parler de certaines personnes. Et c'est souvent plus parler des femmes cis ou plus parler par exemple des personnes queer. Ou par exemple des personnes athées ou des personnes qui ont été martyrisées pour telle ou telle prise de position dans certains pays par exemple. Et ça c'est très 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 problématique. Très 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 problématique à mon sens. Donc oui à l'inclusion, bien évidemment, mais bien évidemment. Mais attention à ne pas tomber dans quelque chose qui serait extrêmement excessif et qui serait une forme d'oppression, vraiment, ou en tout cas de limite à l'expression et à la parole des femmes et des femmes cis. Et on ne peut pas reprocher à quelqu'un, quand même la majorité des femmes sont des femmes cisgenres, on ne peut pas reprocher à quelqu'un de dire et les filles ou et les femmes pour après parler, par exemple, je sais pas moi, des protections hygiéniques et de l'accès à ces protections hygiéniques ou du coup de tel ou tel, je ne sais pas, moyen de contraception par exemple. On ne peut pas reprocher ça à quelqu'un. C'est pas malveillant en fait. C'est pas malveillant. Surtout quand c'est par exemple sur un espace réduit où il n'y a pas trop de caractère, ou quand on veut faire vite, ou quand on est dans un cercle où il y a des femmes. Et si une personne, un homme transgenre, par exemple, venait à pénétrer dans ce cercle, il serait totalement accueilli en réalité. Ça n'a aucun rapport. Moi je trouve ça c'est vraiment quelque chose qui me pose énormément de questions. Ouais, me pose énormément de questions parce qu'en plus, la plupart des femmes trans, ou même des hommes trans, mais je suis plutôt des femmes trans, que je suis, qui sont extrêmement intéressantes, intelligentes, pertinentes, très engagées, très radicales dans leur prise de position, par exemple sur YouTube, elles n'ont pas du tout ce genre de discours-là en fait. Voilà, ça il fallait que j'en parle en fait. Il faudrait pas chercher, voilà, il faudrait pas en fait en arriver à invisibiliser l'expérience de la majorité des femmes sur cette planète. Et beaucoup de ce que l'on vit vient du fait que l'on a un corps qui est le corps, entre guillemets, typique, standard, je sais pas comment vous voulez l'appeler, de la plupart des femmes cisgenres. Voilà, ça me semble extrêmement, mais extrêmement important. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que je pense que ça fait déjà pas mal de points et que je commence à fatiguer sérieusement et que je dois m'envoler. Enfin, je dois aller à l'aéroport et donc après, bien sûr, m'envoler. Voilà. J'espère que vous aurez compris que cette vidéo n'est en aucun cas une dénonciation du féminisme, un renoncement au féminisme, absolument pas, mais alors 0%. C'est juste à mon sens, il faut vraiment commencer à remettre la contradiction, la nuance, la dialectique au sein du féminisme qui s'opère en ligne, parce qu'il est en train de devenir une énorme caricature qui dessert absolument. Et en fait, tout peut être, si vous voulez les mots, on peut jouer avec les mots. Comme je vous l'ai montré, je pense, avec l'idée de la parole des concernés, oui bah tiens écoute, j'ai d'autres concernés là, d'autres témoignages de concernés qui vont à l'encontre des témoignages que toi tu me donnes, ou du témoignage que toi tu me donnes. En fait, tout peut être transformé, on peut se renvoyer la balle indéfiniment en fait. Il n'y aura personne qui va être le plus « Ah, ça y est, je l'ai eu, je l'ai coincé avec un mot » ou avec une phrase. On peut le faire à l'infini. Est-ce que c'est productif? Non. Est-ce que j'ai envie de perdre mon temps à faire ça? Non. Par contre, est-ce qu'on peut essayer d'admettre qu'il y a des choses sur lesquelles on n'est pas forcément d'accord, mais que l'autre n'a pas totalement tort, ou que l'autre a effectivement raison sur certains points, ou que l'autre nous présente des faits? Ce serait pas mal. Est-ce qu'on peut reconnaître qu'en fait on est féministe, mais qu'on fait des choses qui sont patriarcales et qu'on fait des choses qui sont pas féministes? On peut bien sûr le reconnaître. C'est important en fait. C'est important pour avancer, il me semble.
Et est-ce qu'on peut enfin laisser des personnes s'exprimer alors que ce qu'elles disent n'est pas une violence? Est-ce qu'on peut enfin accepter que des personnes peuvent être contre un phénomène ou un concept mais ne pas vouloir se battre contre les personnes qui adhèrent à ce concept? Bref, beaucoup de nuances et en fait de subtilité, tout simplement d'intelligence qui à mon sens manque cruellement à certaines parties du féminisme que l'on trouve en ligne. J'espère que cette vidéo aura été comprise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de manière bien sûr tout simplement polie dans les commentaires. Et là, il y a des personnes qui vont me dire oui, mais la politesse, c'est une convention sociale, c'est encore un truc appris qui est dominé par gna gna gna. Bref, avec bienveillance, d'accord, si vous voulez. Et je vous dis à la prochaine.